Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'AR-10. Comme vous le savez, ma préférence va aux armes de la Première Guerre mondiale. Mais quand on peut mettre la main sur un véritable AR-10, on ne refuse pas. Car oui, l'arme que vous avez vue dans l'introduction et dont on va parler aujourd'hui n'est pas juste un AR-10, mais un véritable Armalite utilisé par le Portugal durant les années 60. Autant vous dire tout de suite que ce modèle est très rare en France. Mais avant de parler de ce modèle, on va aborder l'histoire de cette société, Armalite. Et si je vous disais que l'histoire commençait au début des années 50 à Hollywood? Non, aucun lien avec le cinéma, mais c'est bel et bien là où tout a commencé. Il y a un nom qui doit sûrement vous venir en tête quand on parle d'Armalite, Armalite en anglais, ou d'AR-10 et d'AR-15. Et non, on va pas parler immédiatement d'Eugene Stoner. En fait, il y a deux histoires qui se sont déroulées quasiment au même moment et on va aborder la première, celle de George Sullivan et Charles Dorchester. Il s'agit de deux ingénieurs américains qui vont travailler ensemble et mettre au point leur premier fusil de chasse. Un fusil très simple à verrou, le Para-Sniper. Le nom est étrange, mais plus étrange encore, ce fusil n'utilise pas les matériaux traditionnels que l'on rencontre sur les autres armes de chasse de cette époque. La crosse est en plastique et le canon est en aluminium. En fait, George Sullivan travaillait chez Lockheed, le célèbre fabricant d'avions militaires et civils. Et je pense que vous voyez tout de suite le rapprochement. Sullivan était très bien placé pour avoir accès à ces matériaux quasi nouveaux après 1945. Oui, je sais, le plastique et l'aluminium sont plus vieux que ça. Mais leur utilisation dans l'armement et surtout dans l'aviation était assez nouveau. Il semble logique que pour construire des avions, on s'intéresse à ces produits pour justement gagner du poids. Mais ça semble plus difficile à mettre en place pour des armes à feu, quand on sait ce qu'un boîtier d'un fusil doit pouvoir encaisser lors du tir d'une cartouche de 8 mm. Et bien Sullivan va justement réutiliser ses connaissances dans l'aviation pour mettre au point un fusil. Il va s'associer en 1952 avec Dorchester en créant la compagnie SF Project à Hollywood. De leur naissance naîtra donc un fusil de chasse à verrou, le Para-Sniper. Le fusil était chambré en 30-06 car il s'agissait du calibre réglementaire de l'armée américaine. Et si un fabricant peut potentiellement vivre en vendant des armes sur le marché civil, cela devient nettement plus lucratif d'arriver à obtenir un contrat militaire. Et ce fusil pouvait avoir vocation de fusil de tireur d'élite, enfin du moins potentiellement. Mais rapidement, dès l'année suivante, en 1953, il fut décidé de proposer l'arme en 308 Winchester. Et pourquoi ce changement ? Eh bien, le 308 Winchester venait de sortir l'année précédente. Et globalement, ce 308, issu du programme T-65 des années 40, faisait aussi bien, sinon mieux, que le 30-06, pour une cartouche plus petite. Et qui dit cartouche plus petite, dit aussi gain en poids. Et donc la possibilité de proposer une arme encore plus légère sur le marché. Tant et si bien que le fusil Para-Sniper, équipé de sa lunette, ne pèse que 2,7 kg. Bon, malheureusement, on peut parfois avoir une excellente idée, mais cela ne veut pas dire que le succès commercial sera au rendez-vous. Et ce fut le cas du fusil de Sullivan et Dorchester. Néanmoins, il s'agit d'une des premières pierres qui amenèrent à l'arme qui nous intéresse aujourd'hui, l'AR-10. De fil en aiguille et grâce à ses connexions militaires via son travail chez Lockheed, Sullivan va rencontrer différentes personnes à qui il va présenter son entreprise et ses prototypes. Ce qui leur manquait, c'était principalement des fonds pour développer leurs armes. Ils vont trouver leur mécène en la personne de Richard Bouteille, qui était alors le président de la société Fairchild Engine and Airplane Corporation. Bon, ce nom vous ne dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agissait d'un constructeur aéronautique américain aujourd'hui disparu. La société Fairchild va acquérir SF Project fin 1954. Le nom SF Project disparaît et une nouvelle branche de Fairchild est créée, Armalite. Les locaux seront situés en plein cœur du quartier artistique d'Hollywood, sur le boulevard de Santa Monica. Mais avant de continuer sur Armalite, il manque un personnage que j'ai évoqué au début de la vidéo, Eugene Stoner. On va donc revenir un petit peu en arrière, car vous allez voir que l'histoire se rejoint parfaitement avec celle de Sullivan et Dorchester. Avant la Seconde Guerre mondiale, Eugene Stoner travaillait à la Vega Aircraft Corporation, qui était une filiale de Lockheed. Et même s'il n'était pas ingénieur, c'est là qu'il découvrit les nouveaux matériaux légers et résistants qui allaient être utilisés dans l'aviation. Durant la guerre, il s'enrôla dans la première division des Marines et participa à la guerre du Pacifique.
Son travail durant ce conflit fut probablement déterminant pour la suite de l'histoire car il était armurier et il a eu entre les mains de nombreuses armes qu'il a pu étudier. Il y a une arme en particulier dans l'armement US de la Seconde Guerre mondiale qui intéresse fortement Stoner, le fusil mitrailleur Johnson M1941. Si cette arme vous est inconnue, c'est normal car l'armée US ne l'utilisa qu'en petite quantité. L'idée derrière était d'offrir un FM plus léger que le Bar 1918. Mais si le Johnson M41 offre un concept mécanique intéressant, il n'a pas que des avantages dans son utilisation et ne sera jamais utilisé officiellement. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fusil mitrailleur de Johnson, c'est son mécanisme de culasse qui vient se verrouiller dans le canon. Dans une configuration classique, les logements de tenons de verrouillage sont dans le boîtier. Ainsi, le canon supporte la pression de la combustion lors du tir et le boîtier, dans lequel est verrouillée la culasse par le biais des tenons, supporte la force linéaire opposée à la force créée par le mouvement de l'ogive. Or, si la culasse est verrouillée dans le canon, alors le boîtier, lui, n'a plus besoin d'être aussi résistant. Et donc n'a pas besoin d'être aussi lourd. Et ça, Stoner va parfaitement le comprendre et réutiliser le système de tête de culasse rotative à plusieurs tenons du FM de Johnson. Je m'arrête là car on en reparlera plus en détail plus tard. Durant son service, Stoner aura donc l'occasion de réfléchir à la conception d'une nouvelle arme. Il en résultera 4 planches à dessin, dont 3 seront quand même à l'état de prototype partiellement fabriqué, qu'il nommera simplement de M1 à M4. Après la guerre, il sera engagé chez la Whittaker Aircraft Controls Company à Hollywood. Et oui, encore une société d'aéronautique. Il n'a pas à la base de diplôme d'ingénieur, mais visiblement, il montrera rapidement des qualités pour devenir ingénieur en chef en 1951. Il aura à ce moment-là accès à des machines qui lui permettront de créer de toutes pièces des armes pleinement fonctionnelles. En 1952, la première arme que Stoner va créer entièrement sera un fusil semi-automatique, simplement baptisé dans la suite logique de ses travaux le M5. Il s'agit d'un fusil semi-automatique avec un chargeur récupéré sur le FM bar, donc d'une contenance de 20 cartouches et chambré en 30-06. La crosse reste en bois et le mécanisme reprend donc la tête de culasse rotative à plusieurs tenons de Johnson. Le fonctionnement est identique au M1 Garand avec un retour des gaz sur un piston, faisant reculer le levier d'armement. Ce qui est intéressant dans ce design, c'est que le boîtier est en aluminium utilisé pour l'aviation. Et oui, Stoner a en fait perfectionné l'idée de Johnson avec l'objectif de rendre l'arme toujours plus légère. Il continuera ses essais en perfectionnant l'arme avec un nouveau modèle, le M6. Si le M6 et le M5 sont globalement similaires, il y a une réelle transition avec le suivant, le M7. Globalement, le design reste similaire, il s'agit d'un fusil semi-automatique avec un look de fusil pour le sport ou la chasse. Mais plusieurs points. Primo, le calibre. Nous sommes alors au début de l'année 1953 et Stoner va avoir la même illumination que Sullivan. Il va arrêter de développer des armes en 30-06, même si c'est toujours le calibre actuellement en service dans l'armée US, mais pour partir sur le 308 Winchester. Et toujours pour les mêmes raisons. Le 308 fait aussi bien que le 30-06 et surtout que cela permet de gagner encore sur le poids de l'arme, car le calibre est un petit peu plus petit. Le boîtier reste en aluminium, mais la nouveauté, c'est que la crosse est cette fois-ci en fibre de verre, allégeant encore considérablement l'arme. C'est là que vous voyez la convergence des projets entre Sullivan et Dorchester d'un côté, qui veulent développer un fusil en utilisant des matériaux plus légers, et Stoner qui faisait de son côté exactement la même chose, et quasiment dans le même secteur géographique. Eh bien, c'est en avril 1954 que Sullivan rencontra Stoner, par hasard, sur un pas de tir. Stoner était en train d'essayer l'une de ses armes. On ne sait pas s'il s'agissait du M6 ou du M7 avec sa crosse en fibre de verre. Ce qui est sûr, c'est que Sullivan fut tout de suite très intéressé par l'arme de Stoner, car il voyait dans le fusil semi-automatique de Stoner la possibilité de percer sur le marché militaire. Il lui proposa donc dans un premier temps de devenir consultant à temps partiel chez SF Project, ce que Stoner accepta. Il baptisa même le fusil M7 de Stoner The Auto Rifle. Et voilà, nous sommes en 1954 et Sullivan, Dorchester et Stoner sont réunis à travailler ensemble dans leur nouvelle entreprise, Armalite. Armalite était donc une branche de Fairchild, entreprise d'aéronautique, qui souhaitait diversifier ses activités en proposant sur le marché des armes légères. Mais si Stoner fut placé tout de suite comme ingénieur en chef, il s'agissait encore d'armes pour le marché civil, alors que clairement, Stoner, lui, partait plutôt sur des designs pour le marché militaire. La première arme d'Armalite fut donc le fameux Parasniper de Sullivan et Dorchester, rebaptisé AR-1. Oui, maintenant, la dénomination des armes chez Armalite sera simplement AR, puis le numéro du modèle. Et là, vous vous dites que je vais quand même pas aborder les 9 modèles qui séparent l'AR-1 de l'AR-10. Non, rassurez-vous. Mais on va quand même balayer un peu les différents modèles. D'ailleurs,
AR fait bien référence au nom de la branche Armalite et ne signifie pas en anglais Assault Rifle, mais si vous en conviendrez que pour l'AR-15 et l'AR-10, ça colle pile poil. Donc nous avons dans l'ordre l'AR-1 qui est le Parasniper, donc un fusil de chasse à verrou en 308 Winchester. On passe directement à l'AR-3 car visiblement l'AR-2 a dû se perdre quelque part. L'AR-3 est aussi simplement le M7 de Stoner, soit son fusil semi-automatique le plus abouti en 308 Winchester. Il y aura ensuite l'AR-9, un fusil de chasse semi-automatique en calibre 12. Les points communs entre ces trois armes sont qu'elles utilisent des boîtiers en aluminium et des matières plastiques pour les crosses. Et là vous allez me dire qu'il y a un petit problème dans les dénominations. Déjà qu'on ne sait pas ce qu'est l'AR-2, mais on passe directement de l'AR-3 à l'AR-9. Oui, en fait, c'est qu'à la création d'Armalite, les numéros ont été retenus pour différents projets. C'est juste que la plupart n'ont jamais vu le jour. Parmi ceux-là, un fusil à pompe chambré en 38 spécial, un autre en calibre 12 et 20, et un fusil de chasse en 270 Winchester. On notera tout de même l'apparition de l'AR-5 en 1954, qui est une carabine en 22 Hornet destinée aux pilotes de chasse de l'US Air Force, qui avaient besoin d'une carabine de survie en territoire hostile. D'ailleurs, l'AR-7 en est la copie, mais pour le marché civil. Plutôt moche, mais apparemment l'AR-7 chambré en 22 LR serait la carabine de survie la plus vendue au monde, et toujours fabriquée aujourd'hui. Bon, et l'AR-10 dans tout ça, on y arrive. Ce que je vous ai pas dit dans le précédent chapitre sur Stoner, c'est qu'il ne s'était pas arrêté à son fusil semi-automatique M7. Il développait secrètement un projet nommé M8. Ce prototype M8 a été intégré chez Armalite comme étant le prototype AR-10. Il n'existe qu'un seul exemplaire de ce M8. D'ailleurs, le numéro de série est X01. On retrouve souvent dans les différentes dénominations M8 X01 ou AR10 X01. En fait, Stoner avait réfléchi et posé les bases du M8 dès 1952. C'était un projet secret qu'il développait en parallèle de ses fusils semi-automatiques. D'ailleurs, on peut noter que la poignée et le garde-main sont en bois, et non en matière plastique. Et que le chargeur est un chargeur de FM Bar 1918, et que l'arme reste chambrée en 30-06. La question qu'on pourrait se poser est, cette arme fait-elle vraiment partie de la famille des AR-10 ? Oui, pour 3 points. Le premier est que l'arme conserve la culasse rotative à plusieurs tenons, développée par Johnson et perfectionnée par Stoner. Bon, vous allez me dire que ces fusils semi-auto précédents l'avaient aussi, mais que ça n'en fait pas des AR-10 pour autant. Oui, c'est vrai, mais attendez le second point. Le second point, c'est son système d'emprunt des gaz. Et là, c'est une nouveauté dont on va discuter plus en détail après, car ce X01 dispose d'un système de renvoi des gaz directement sur la culasse, alors que la majorité des armes à l'époque ont un système de piston. Le troisième point, c'est que le canon, le boîtier et la crosse sont dans le même alignement. Un détail peut-être, mais cela joue énormément sur la gestion du recul et la maîtrise de l'arme par le tireur. En bien, évidemment. Et bien sûr, c'est pour cela que l'œilleton et le guidon sont aussi hauts. Pour au moins ces 3 points-là, oui, le X01 est bien le premier AR-10 jamais fabriqué. Alors, comment fonctionne cette culasse rotative à plusieurs tenons ? Eh bien, c'est en soi assez simple. La tête de la culasse est constituée de plusieurs tenons. Oui, c'est incroyable. Lorsqu'une cartouche est introduite dans la chambre, la tête va donc avancer et tout de suite effectuer une rotation de 22,5 degrés, très exactement, pour être verrouillée. Comme vous le voyez sur l'image, le verrou se fait dans une extension du canon et non plus dans le boîtier, ce qui permet d'avoir un boîtier très léger, car c'est bien le canon qui va encaisser toute la pression délivrée lors du tir de la cartouche. Le fait d'avoir plusieurs tenons augmente la sécurité au niveau de la culasse, ainsi que la stabilité lors du tir en proposant un verrouillage plus régulier. Le ressort de la culasse est simplement positionné dans le tube qui sert de crosse. Cela permet un gain de place, car jusqu'à présent la crosse était un élément vide de tout élément mécanique, du moins dans la majorité des cas. Et en plus, la crosse est donc alignée parfaitement avec le canon, ce qui signifie que lors du tir, le recul part directement dans l'épaule du tireur et l'arme monte moins. Donc il y a un meilleur contrôle du recul par le tireur. Une fois la cartouche percutée et la balle partie, comment est reculée la culasse ? Par un simple système de veine gazeuse sur le côté gauche du canon. Je dis bien sur le côté gauche, car vous allez me dire que sur les AR-10 ou AR-15 d'aujourd'hui, la veine est sur le dessus. Et vous aurez raison, mais sur le X01, elle était sur le côté gauche. Je sais absolument pas pourquoi. Bref, les gaz vont donc être récupérés par ce tube et simplement renvoyés vers la culasse pour la repousser en arrière. Et pas avec un piston comme sur un AK-47 par exemple. Et là, les plus assidus parmi vous qui auront vu ma vidéo sur le MAS 49 vont me dire que ça n'a rien de révolutionnaire. Oui, c'est vrai, car ce système de renvoi des gaz directement sur la culasse était connu en France depuis 1900. Le fusil semi-automatique Rossignol B1 était déjà conçu comme ça. Et bien plus tard, le MAS 40 sera lui aussi conçu de cette manière. On retrouvera d'ailleurs ce système aussi sur l'AG42 suédois. Si l'AG42 et le MAS 49 ont prouvé la fiabilité de ce système sur différents champs de bataille,
il n'était pas sans défaut. Et Stoner va améliorer le concept car il notera que 1. La force des gaz renvoyés sur la culasse était trop importante et qu'il n'était pas nécessaire d'en renvoyer autant. Il va donc ajouter un système de vannes afin de limiter la quantité de gaz dans le tube. 2. Renvoyer des gaz brûlants directement dans le boîtier et la culasse fait chauffer l'arme inutilement. 3. Les gaz peuvent contenir des particules imbrûlées de poudre ou provenant de l'amorce qui vont encrasser rapidement la culasse. Et 4. Des projections de gaz peuvent parfois être envoyées à la face du tireur. Ce point se vérifie surtout avec l'AG-42 suédois. Stoner va donc combiner la culasse de Johnson avec le système à empreinte gaz français, l'améliorer, le perfectionner et cela donnera naissance à l'AR-10 X-01. Petit à petit, Armalite va délaisser les projets d'armes pour la chasse et le tir sportif pour se concentrer de plus en plus sur les armes à potentiel militaire. C'est là que Stoner va prendre de plus en plus de place avec ses fusils M7, donc l'AR-3, et son M8, donc l'AR-10. C'est surtout sur ce dernier que Stoner sent qu'il y a un grand potentiel à développer. Mais pour être accepté par les militaires US, il faut faire des tests. Et le X-01, aussi intéressant soit-il, n'est pas prêt pour ça. Armalite souhaiterait mettre en test son fusil semi-automatique AR-3 en même temps que l'AR-10. Si le premier était déjà quasiment terminé, le second demandait plus de développement. Ils vont donc se focaliser dessus et passer sur un nouveau prototype, le X-02, qui sort en 1955. Pour la faire très simple sur cet AR-10 X-02, il est chambré bien évidemment en 7,62 autant, et sa poignée garde-main et crosse sont composées de matière plastique. Le boîtier reste par contre encore en acier, mais pour l'équipe de développement, il ne s'agit que d'une mesure provisoire en attendant de produire dans un futur proche d'autres X-02, cette fois-ci avec un boîtier en aluminium. Autre point significatif sur le X-02, c'est l'apparition du fameux Dust Cover, qui permet, comme son nom l'indique, de protéger la culasse lorsque l'arme n'est pas utilisée. Et pour terminer, le X-02 est équipé d'une lunette pour remplacer complètement tout organe de visée traditionnel. L'idée étant qu'enfin l'ère des organes de visée classiques soit dépassée et que les optiques sont désormais suffisamment solides et performantes pour être en permanence sur les armes. Bon, et les essais militaires dans tout ça, j'y arrive. Depuis 1945, l'armée américaine a lancé un programme pour trouver une nouvelle arme plus légère, qui viendrait remplacer le M1 Garand et son poids de 4,3 kg. Le cahier des charges, entre autres spécifications, demandait une arme pesant moins de 3,17 kg. Ouais, c'est 7 livres en réalité. Le système métrique, tout ça. Mais c'est qu'il faut pas le prendre pour un con, Brett. T'es très malin, mon enfoiré, tout juste le système métrique. Et là, vous vous dites que ça tombe bien. Armalite propose justement la R3 et la R10 qui répondent parfaitement au cahier des charges, car il s'agit d'armes avec des matériaux super légers, et voilà, fin de la vidéo, la R10 est adoptée par l'armée américaine en 1955. Oui, ben non. Il s'est avéré durant les premiers tests chez Springfield Armory que la R3 était trop incontrôlable, et pour cela, il a été rejeté. Stoner est donc concentré sur la R10 car il savait que son design, avec le canon, le boîtier et la crosse alignée, permettrait de résoudre ce problème de contrôle lors du tir. Au milieu de l'année 1955, Armalite décida de parler publiquement de la R10 X-02 et d'en faire la publicité. Jusque-là, le projet était quasiment secret. En décembre 1955, Stoner lui-même fit une démonstration du X-02 et de la R3 à Fort Benning, devant des militaires. Pendant 2 jours, il tira des milliers de cartouches dans les deux armes. Il n'y eut qu'un seul incident de tir dans chacune des armes, un incident dans la R10 à cause d'une cartouche défectueuse et un incident dans la R3. On peut dire que la démonstration fut un énorme succès et certains militaires demandèrent que le X-02 participe aux tests de programme d'armement léger de l'armée. Petit problème dans tout ça, les tests se faisaient chez Springfield Armory. Et le truc, c'est que Springfield Armory proposait aussi sa propre arme au programme, un M1 Garand modifié. Oui, le M14. Donc autant dire que ce n'était pas gagné de faire accepter son arme par le concurrent direct. Pendant ce temps-là, un certain Melvin Johnson commençait à s'intéresser sérieusement à l'AR-10 X-02. Oui, c'est bien ce même Johnson du FSA et du fusil mitrailleur M1941 dont j'ai déjà parlé au début de la vidéo. Johnson était colonel réserviste chez Springfield Armory. Il avait entendu parler de cette nouvelle arme qui, étrangement, utilisait le même système de culasse rotatif qu'il avait lui-même imaginé durant la Seconde Guerre mondiale. Pour faire simple, Johnson prit part à l'aventure Armalite en 1956 comme consultant qui, grâce à ses connexions dans le milieu militaire, pouvait donner un coup de boost pour promouvoir activement l'AR-10. Un rêve pour Stoner qui s'était largement inspiré de ses travaux. Avec l'arrivée de Johnson, les 3 ingénieurs Stoner, Sullivan et Dorchester vont lancer un nouveau prototype, logiquement appelé le X-03.
Le nom disparaît quasiment immédiatement pour devenir l'AR-10A. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, le X03 ou l'AR-10A a son boîtier composé entièrement d'aluminium. Et c'est une première, il est composé d'un upper et d'un lower. Et oui, comme tous les AR15 et AR10 d'aujourd'hui. La différence, c'est que les deux parties sont maintenues par un rail au lieu d'une goupille à l'avant. Comme le X02, la crosse, poignée et garde-main sont en plastique. Enfin, aujourd'hui on dirait plastique, mais il s'agit d'une matière assez nouvelle, brevetée par Armalite et qui serait plus une fibre de verre inifugée contenant de la mousse isolante. Les organes de visée sont redevenus classiques car il avait été reproché au X02 de n'être équipé que d'une lunette. Si la poignée apparaît sur le dessus de l'arme, c'est qu'il fallait laisser la possibilité de fixer une lunette. Ça offre en plus l'avantage de parfaitement protéger l'œilleton. Dernier point sur le X03, son cache-flamme. Souvenez-vous, il avait été reproché à la R3 son manque de contrôlabilité lors du tir. Ce cache-flamme est justement là pour ça. Il fait certes office de cache-flamme, mais aussi et surtout de compensateur. Et dernier point important sur le X03, oui, car je vous assure que j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel, mais c'est juste dingue comme l'histoire de la R10 est extrêmement riche. Et bien ce dernier point, c'est son chargeur, en aluminium. Si Stoner avait jusqu'à présent toujours utilisé des chargeurs de barre 1918, enfin la R10 adopte son propre design avec un chargeur très léger, considéré même à l'époque comme jetable, qui s'insère facilement et se retire tout aussi facilement avec un bouton poussoir. Un point très intéressant d'un point de vue de combat d'infanterie. Nous sommes en 1956 et telle une rockstar, la R10A part faire une tournée des camps militaires pour faire des démonstrations. Le succès est clairement au rendez-vous et de nombreux généraux très haut placés sont très impressionnés par cette nouvelle arme qui semble surpasser tout ce qui a été fait jusqu'à présent. La consécration, c'est que l'armée souhaite acheter les droits de la R10 pour le fabriquer elle-même et rétribuera Armalite pour chaque fusil créé. Ça y est, le but est atteint. Le marché militaire ouvre ses portes. Mais Armalite va refuser. Le truc, c'est que lorsque le M1 Garand a été adopté en 1935, l'armée avait racheté plusieurs autres brevets pour justement les enterrer, pour que seul le M1 Garand soit adopté. Les raisons demeurent obscures. Néanmoins, Armalite pressentait la même chose et ne voulait pas que son AR-10 soit un projet mort-né. Malheureusement, ce refus fermait la porte à l'adoption de l'armée américaine de la R10. Cela n'empêcha pas Armalite de continuer à faire évoluer son AR-10A vers la version suivante, la R10B. Et oui, vous voyez qu'entre 1954 où Stoner a intégré Armalite quasiment au même moment où la branche s'était créée, et là, en 1956, les ingénieurs n'ont vraiment pas chômé pour améliorer encore et toujours leur arme. Ce qu'il y a d'important à retenir sur la R10B, c'est que l'upper et le lower se séparent simplement par une goupille à l'arrière qui peut s'enlever simplement avec, par exemple, une cartouche, tandis que la goupille à l'avant reste en place. C'est une manière très pratique de pouvoir nettoyer l'arme sur le terrain. Autre point, un arrêtoir de culasse est installé afin de laisser la culasse en arrière lors du tir de la dernière cartouche. Les démonstrations des mois précédents avec les modèles A et B avaient fait grand bruit parmi les hauts gradés de l'armée américaine et nombreux sont ceux qui demandèrent à ce que la R10 participe au programme d'adoption d'un nouvel armement plus léger chez Springfield Armory. La R10 va être mise en test chez Springfield Armory à la fin de l'année 1956 et ça ne va pas bien se passer. Plusieurs points pour comprendre pourquoi. Le programme d'armement léger, The Lightweight Rifle Program, a démarré en 1945 et cela fait maintenant 10 ans que Springfield Armory met en test des armes. Et surtout, sa propre arme. Il y avait plusieurs concurrents lors de ces tests comme le M2 anglais et surtout le FAL belge, probablement le concurrent le plus sérieux. Mais si le FAL avait échoué au test et que l'armée américaine a donc fait l'impasse sur son adoption, c'est bien que Springfield mettait un point d'honneur à mettre toujours en avant son design. Et oui, imaginez aujourd'hui si l'armée française demandait à Glock de tester le Glock 17, le CZ75 et le SIG P320, vous pensez que le résultat donnerait quoi ? Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé chez Springfield et ils allaient parvenir à leur fin quand arriva après 10 ans de tests et d'efforts pour écarter les concurrents, tout nouvel AR-10 d'une petite compagnie jusqu'alors complètement inconnue et qui semblait dépasser toutes les autres armes. Et c'est bien ça le problème, Springfield Armory développait son M14 depuis 10 ans quasiment, mais alors que l'AR-10 venait à peine de sortir, il lui faisait déjà de l'ombre. Pire, le programme a été momentanément stoppé pour justement laisser une chance à l'AR-10 d'entrer dans la phase des tests. Sauf que Springfield Armory avait déjà lancé une commande en fabrication, car ils pensaient être sûrs et certains que leur M14 allait être adopté. Donc autant dire que l'accueil de l'AR-10 ne fut pas très chaleureux. Bien sûr, tous les militaires qui effectuaient les tests n'étaient pas hostiles, mais il s'agissait surtout des hauts gradés. Les premiers tests début décembre 1956 se passèrent plutôt bien. Mais arrivèrent les tests d'endurance, et là, c'est le drame. Le compensateur se détache et casse. Le tube à gaz est complètement déformé par la chaleur et l'extracteur casse.
Qu'à cela ne tienne, Stoner et ses comparses repartent avec leurs exemplaires d'AR-10B et se mettent au travail pour perfectionner leur arme. Si Springfield avait eu 10 ans pour travailler sur le M14 suite aux nombreux tests, Stoner n'aura que quelques semaines pour travailler et livrer de nouvelles armes dès janvier 1957. Mais il est plein de ressources et fournira les armes juste à temps pour de nouveaux tests. Entre-temps, Springfield avait rédigé une feuille de route pour les nouveaux tests et bizarrement, ils n'étaient pas comme les autres. En fait, ils vont vraiment tout faire pour que les tests se passent mal et augmenter considérablement le nombre de tirs avec les R10. Par exemple, pour les tests standards, il était convenu pour le FAL ou le M14 de tirer 3 fois 20 coups par minute, donc 60 cartouches en 3 minutes. Alors que pour les R10, il fallait tirer 100 cartouches très rapidement avant de procéder au test de précision. Et après, ils vont faire tout un tas de torture tests qu'ils n'avaient pas fait avant, avec des tests dans de l'eau boueuse, du froid à moins 50 degrés, du chaud à plus 70 degrés, dans une zone d'humidité avec un taux à 95%, être traîné dans la poussière et le sable, etc. C'est plus de 2200 cartouches qui devaient être tirées dans les R10 durant tous ces tests, contre seulement 600 pour les autres armes. Et le seul torture test était d'être utilisé sous la pluie. Et pire encore, car oui, ils n'y sont pas les mains mortes, les munitions utilisées ne sont pas standards. Et non, ils ont décidé d'utiliser des munitions perforantes. Munitions pour lesquelles la R10 n'était pas du tout conçue. Et encore plus inquiétant, les munitions perforantes utilisées provenaient d'un lot qui avait été rejeté par les militaires de Fort Benning, car elles présentaient des problèmes en termes de précision et de pression développées trop importantes. Ce qui est le plus surprenant, c'est que la R10 s'en est très bien tirée. Bien sûr, il y a eu quelques problèmes ici et là, mais face aux conditions des tests qui n'étaient pas en sa faveur, clairement, la R10 a su surmonter quasiment tous les tests. Mais ce qui devait arriver arriva. Le canon de la R10B numéro 1002, oui c'est très précis, explosa sur un des tests. Ce test consistait à tirer 6000 cartouches d'affilée. En théorie, il était possible de nettoyer et lubrifier l'arme tous les 600 coups. Mais disons que Springfield n'a pas été très regardant là-dessus. Ce qui est dingue, c'est de constater que la rupture a eu lieu au bout de 5564 cartouches. C'était pas si loin des 6000 finalement. Ce que je n'ai pas précisé auparavant dans le développement de la R10B, c'est que celui-ci avait été équipé d'un canon très fin en composite d'aluminium, dans le but de réduire encore et toujours plus le poids de l'arme. Cette partie-là avait été plus développée par Dorchester, et ce depuis son fusil, le Parasniper. Sauf que Stoner l'avait mis en garde que ça poserait problème. Mais Dorchester n'a rien voulu savoir, et c'est ce qui s'est vérifié durant cette phase de test. Même si le canon a tout de même encaissé 5500 cartouches, cette rupture est probablement la cause majeure qui permettra à Springfield de mettre à l'écart la R10. Et encore une fois, la phase de test a été stoppée et Armalite produisit un nouveau canon, cette fois-ci en acier composite, et redéposa l'arme pour des tests. Mais la conclusion de cette dernière phase de test n'est pas connu. Springfield Armory déclara vers mars 1957 que l'AR-10 n'est pas satisfaisant comme arme de service pour l'armée, ce qui n'était évidemment pas du tout prévisible. Les reproches sont que l'arme n'est pas fiable car son canon peut rompre. Après 5500 cartouches tirées quasiment non-stop tout de même. La R10 serait aussi trop sensible aux différentes munitions standards alors qu'ils ont utilisé des cartouches perforantes. Bon, je m'arrête là, ils vont simplement trouver tous les prétextes en mettant des problèmes liés aux toutes premières versions testées alors que Armalite a fourni jusqu'à 3 modèles différents d'armes. Le programme d'armement léger prend fin en mai 1957 et le M14 de Springfield est adopté pour remplacer le M1 Garand, l'USM1, la M3 Grisgun et le BAR 1918. Ouais, c'était le but de ce programme à la base, de remplacer tout ceci par une seule arme. Vous conviendrez que le M14 n'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Armalite, quant à eux, vont tirer des leçons de ces tests, et si le marché militaire américain est bouché, qu'à cela ne tienne, il reste l'international. Voilà, la première partie sur la R10 est terminée. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie où on va aborder les exportations, l'adoption par le Portugal et puis la fin de la R10. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi et à très bientôt.